Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. John Mitchell, un homme d'affaires millionnaire, vivait au sommet d'un gratte-ciel de Manhattan, dans un penthouse vitré qui offrait une vue spectaculaire sur la ville qui ne dort jamais. À travers les baies vitrées, on pouvait voir les lumières de Times Square danser dans la nuit, les taxis jaunes se faufiler comme des fourmis pressées, et les gratte-ciels scintiller comme des étoiles mécaniques. Cet appartement était un symbole de réussite, un sanctuaire de luxe moderne. Bois noble, marbre italien, œuvre d'art contemporaine, chaque détail avait été soigneusement choisi par des architectes renommés. Aux yeux du monde, John Mitchell était l'incarnation du rêve américain, un self-made man parti de rien, aujourd'hui à la tête d'un empire financier. On le voyait souvent dans les pages des magazines d'affaires, toujours souriant, toujours impeccable. Il avait une belle maison dans les Hamptons, des voitures de collection, une réputation impeccable, et surtout, il avait Emily, sa fille de 10 ans. Une petite lumière dans sa vie, une enfant vive, curieuse, aux cheveux dorés et au rire cristallin. Mais tout s'était effondré 6 mois plus tôt. Une route mouillée. Un chauffard ivre. Un cri, puis le silence. Emily, sa seule enfant, son univers entier, avait été tuée sur le coup. John conduisait. Il n'était pas responsable, la police l'avait affirmé. Mais la culpabilité, elle, ne se souciait pas des rapports officiels. Elle s'était installée en lui comme un poison lent. Depuis ce jour, John n'était plus que l'ombre de lui-même. Le monde pouvait continuer à tourner, lui, il était resté figé dans cette nuit-là. Il avait annulé tous ses rendez-vous sociaux. Congédié son personnel de maison. Éteint les lumières du penthouse. Il errait seul, souvent sans manger, fixant les photos d'Emily alignées sur le piano, ou bien s'asseyant sur son lit, respirant encore le parfum de sa couverture préférée. Il ne pleurait pas. Il n'y arrivait plus. Son visage restait impassible, mais son âme saignait. Un soir d'hiver, froid et gris, alors que la ville s'enterrait sous une fine couche de neige, John sortit pour une rare réunion avec ses associés. Il n'avait presque rien dit pendant la rencontre. Les chiffres? Les marchés? Le rendement trimestriel? Cela lui semblait lointain, absurde. Il quitta la salle de conférence sans dire au revoir, le visage fermé. Il prit un taxi pour rentrer chez lui. Il s'installa à l'arrière, les mains jointes, le regard vide, tandis que les lumières de la ville défilaient en silence derrière la vitre. Le véhicule ralentit à un feu rouge, juste en face de Riverside Park. Il tourna machinalement la tête vers l'extérieur, sans raison particulière. Et c'est là qu'il la vit. Une silhouette, recroquevillée sur un banc, à peine visible sous une couverture de fortune. Une jeune femme, enveloppée dans un vieux manteau troué, les cheveux emmêlés, les joues creusées par le froid et la faim. Elle ne bougeait presque pas, mais ses yeux brillaient dans l'ombre comme 2 éclats d'obsidienne. Ils étaient grands, intenses, et fixaient John avec une concentration presque irréelle. Non pas avec haine, ni avec jalousie, mais avec une sorte de lucidité désarmante. Comme si elle le voyait. Vraiment. Comme si elle voyait ce que personne d'autre ne pouvait ou ne voulait voir en lui. Il fut frappé d'un malaise soudain. Il détourna les yeux, secoua la tête, ferma brièvement les paupières. Lorsqu'il les rouvrit, elle était toujours là. Immobile. Présente. Inexplicablement présente. Elle s'appelait Sarah. Elle avait 27 ans, mais la rue lui en donnait 10 de plus. Les intempéries, la faim, la peur et les regards des autres avaient sculpté son visage avec la rudesse du béton. Depuis 2 ans, elle survivait dans les entrailles de New York, entre les recoins d'immeubles désaffectés, les entrées de métro tièdes, les soupes populaires, et les bancs publics qui devenaient, chaque nuit, sa seule maison. Elle connaissait la ville par ses ombres, ses silences et ses courants d'air. Elle connaissait les visages qui se détournent, les mains qui se ferment, les insultes qui tombent comme la pluie. Mais ce soir-là, un étrange frisson parcourut son dos, un pressentiment, comme une main invisible posée sur son épaule. Elle avait vu cet homme élégant, assis dans un taxi noir, le visage pâle et figé comme une statue. Son regard n'était pas celui des autres riches qui passaient devant elle avec dédain ou indifférence. Non.
Son regard était ailleurs. Brisé. Vide. Elle l'observa quelques secondes, sans bouger, puis se leva lentement, ignorant le froid qui mordait ses pieds nus dans des baskets trouées. Quelque chose en elle poussait, un élan irrépressible, inexplicable. Elle ne savait pas d'où lui venait ce courage. Elle n'avait pas de plan. Juste une certitude, elle devait lui parler. Alors que le feu passait au vert et que le taxi redémarrait doucement, Sarah traversa maladroitement la rue en courant, les voitures klaxonnant autour d'elle, et s'approcha de la portière arrière. Elle tapa légèrement contre la vitre du bout des doigts. John tourna la tête, surpris, et leurs regards se croisèrent enfin, sans intermédiaire. Elle n'avait plus de voix depuis des jours. Mais là, une force nouvelle jaillit de sa poitrine, et elle prononça d'une voix à la fois ferme, claire, mais douce. « Monsieur, puis-je réveiller votre fille, morte ?» Le monde sembla s'arrêter. John écarquilla les yeux, figé. Il resta quelques secondes immobile, les lèvres entr'ouvertes, comme si le temps s'était figé autour de cette question absurde, cruelle, peut-être même folle. Et pourtant, quelque chose en lui vibra, comme une corde trop longtemps tendue. Il baissa lentement la vitre. Le froid s'engouffra dans la voiture. Sarah, tremblante mais droite, le regardait avec une intensité troublante. « Qu'est-ce que vous venez de dire ?» murmura-t-il. « Je sais ce que c'est que de perdre quelqu'un. De croire qu'il ne reste plus rien. » Sa voix tremblait, mais elle poursuivit. « Parfois, ce n'est pas la personne morte qu'il faut réveiller, monsieur. C'est celui qui reste. » John sentit un frisson courir le long de son dos. « Vous souffrez. Vous vous êtes enfermé dans un tombeau que vous avez construit avec votre douleur. Mais parfois, il suffit d'une voix, d'un regard, d'une question inattendue, pour briser la nuit. » Il ouvrit la bouche pour répondre, mais aucun mot ne sortit. Sa gorge était nouée. Il referma lentement la vitre, mais pas par mépris. Plutôt comme un homme qui sent que le barrage est sur le point de céder. Le taxi reprit sa route, et il se retourna une dernière fois pour regarder cette jeune femme, figée au milieu de la neige, les bras croisés sur sa poitrine, son regard planté dans le sien. Cette nuit-là, il ne dormit pas. Il erra dans le silence glacial de son Penthouse, les pieds nus sur le parquet froid, incapable de penser à autre chose qu'à cette phrase venue d'un autre monde. « Puis-je réveiller votre fille, morte ?» Il ne connaissait rien d'elle. Pas son nom, pas son histoire, pas ce qu'elle avait voulu dire exactement. Mais ces mots tournaient dans sa tête comme une mélodie étrange, presque sacrée. Et pour la première fois depuis des mois, il ressentit autre chose que le vide. Une faille. Un frisson. Une étincelle. Le lendemain matin, John Mitchell se leva avec un poids nouveau dans la poitrine. Non pas celui du deuil, il s'y était habitué, comme à une douleur sourde qui devient un bruit de fond permanent, mais un autre type de tension. Une curiosité vive, presque douloureuse. Une nécessité. Il descendit de son immeuble sans prévenir son chauffeur, enfila un manteau noir sur son costume et prit un taxi sans donner de détails. Il demanda simplement. Riverside Park. Là où les bancs font face à la 86e. Le chauffeur jeta un œil dans le rétroviseur, surpris de voir un homme aussi bien habillé vouloir aller dans cette partie du parc à pied, en plein hiver. Mais il n'insista pas. Quand John arriva, le ciel était gris, presque uniforme, et la neige fondait lentement en flaques sales au pied des arbres nus. Le vent était glacial, mordant les joues et soulevant les pans de son manteau. Et elle était là. Sarah, recroquevillée sur le même banc, emmitouflée dans un manteau usé qui ne semblait plus vraiment la protéger. Ses doigts sortaient de mitaines trouées, ses cheveux étaient attachés maladroitement, mais ce n'était pas son apparence qui frappa John, c'était cette lumière dans ses yeux. Une clarté étrange, presque irréelle, malgré la fatigue, malgré la vie qu'elle avait menée. Il s'approcha lentement, comme un homme qui pénètre dans un sanctuaire. Elle le vit venir, mais ne bougea pas. Elle ne parut ni surprise, ni effrayée. Elle le regarda simplement, comme si elle l'attendait. John s'arrêta à quelques pas. Il hésita, puis s'assit à l'extrémité du banc, gardant une distance respectueuse. Le froid mordait ses jambes à travers son costume, mais il n'y prêta aucune attention. Après un long silence, il murmura. « Pourquoi avez-vous dit ça,
hier soir? Sarah tourna lentement la tête vers lui. Ses yeux n'étaient pas fuyants. Ils étaient calmes, ancrés. Parce que je vous ai vu, monsieur. Pas votre costume. Pas votre voiture. Pas votre silence. Je vous ai vu vous, et j'ai vu le vide. Le genre de vide qu'on ne peut pas simuler. Elle haussa doucement les épaules, les lèvres serrées comme si elle hésitait à aller plus loin, puis elle ajouta. J'ai perdu mon frère quand j'avais 15 ans. Il était mon refuge. Mon seul soutien. Un soir, il est sorti chercher du lait, et il n'est jamais revenu. Un type lui a tiré dessus pour $10 et une montre. Ma mère a sombré. Mon père est parti. Et moi, j'ai fini par me retrouver ici. Elle fit une pause. Le vent souffla un peu plus fort, et elle resserra sa couverture sur ses genoux. Le monde n'a pas de pitié pour ceux qui tombent. Il m'a piétiné, ignoré, sali. Mais j'ai compris, avec le temps, que si je voulais survivre sans devenir aussi froide que cette ville, je devais pardonner. Pas oublier. Mais me libérer. Elle tourna de nouveau son regard vers John. La douleur enferme. L'espoir libère. Et parfois, le simple fait de dire une phrase étrange à un homme dans un taxi peut semer une graine. John sentit un nœud dans sa gorge. Ses mains tremblaient. Il avait passé 6 mois enfermé dans sa tour d'ivoire, à se convaincre que personne ne pouvait comprendre. Et pourtant, cette femme, cet inconnu, venait de mettre des mots sur ce qu'il ressentait avec une précision déconcertante. Il prit une profonde inspiration. Ma fille s'appelait Émilie. Elle avait 10 ans. Elle adorait les oiseaux. Elle en dessinait partout. Le jour où elle est morte, j'étais au volant. On allait à son cours de musique. Il se pencha légèrement, son visage se crispant. Ce n'était pas ma faute. Tout le monde me l'a dit. Mais je n'arrive pas à me le dire à moi-même. J'ai freiné trop tard. J'ai crié son nom. J'ai tenu sa main, encore chaude, et j'ai su que c'était fini avant même que les ambulances arrivent. Sa voix se brisa. Sarah ne dit rien. Elle posa juste sa main froide sur celle de John, sans mots, sans jugement. Ce simple contact suffit à faire céder les digues. John pleura. Pas les larmes furtives des nuits passées. Pas les pleurs silencieux entre deux souvenirs. Il pleura comme un homme qui, enfin, dépose un fardeau trop lourd pour être porté seul. Et Sarah resta là, sans bouger, comme une pierre dans la tempête, offrant sa présence en guise de refuge. Au fil des semaines, une étrange routine s'installa entre John et Sarah. Tous les mardis et vendredis, ils revenaient au parc, parfois avec un thermos de café chaud, parfois avec un sac contenant un manteau, une écharpe, ou simplement une couverture propre. Ils s'asseyaient à côté d'elle sans parler tout de suite. Le silence entre eux était devenu un espace de paix, pas de malaise. Peu à peu, leurs échanges s'épaissirent. Ils parlaient de tout et de rien, de la pluie, des pigeons, des souvenirs d'enfance, des injustices du monde, des rêves oubliés. John n'avait jamais rencontré quelqu'un comme elle. Sarah, bien qu'abîmée par la vie, gardait une lucidité désarmante. Elle n'attendait rien de lui. Elle ne cherchait ni faveur ni pitié. Elle offrait seulement sa présence, brute, vraie, avec une honnêteté rare. Un jour froid de janvier, John hésita longuement, puis lui dit. « Tu sais, je n'ai pas invité quelqu'un chez moi depuis des mois. Tu voudrais venir ? Juste, manger quelque chose. Parler dans un endroit chaud. » Sarah le fixa, surprise, puis hocha lentement la tête. « Si tu es sûre. Je ne veux pas te gêner. » « Tu ne me gênes pas, Sarah. Tu me rappelles que je suis vivant. » L'arrivée de Sarah dans le Penthouse provoqua des regards incrédules. La gouvernante, Hélène, une femme rigide et loyale au poste depuis 20 ans, lui jeta un coup d'œil perplexe, puis regarda John avec inquiétude. « Monsieur Mitchell, cette jeune femme, est votre invitée ? » « Oui, Hélène. Elle s'appelle Sarah. Et elle est ici à ma demande. » Hélène acquiesça, sans discussion. Mais dans la cuisine, les employés chuchotèrent. « Une sans-abri ? Dans l'appartement Mitchell ? » Ils n'avaient jamais vu cela. Et pourtant, Sarah s'installa au salon comme si elle avait toujours eu sa place ici.
Non pas avec arrogance, mais avec cette humilité qui rend les êtres discrets et essentiels. Elle observa chaque détail du Penthouse, non pour juger, mais comme quelqu'un qui redécouvre ce que signifie « chez soi ». Ils partagèrent un repas simple, soupe de potiron, pain frais, fromage. Sarah mangea lentement, sans excès, avec gratitude. Puis, en regardant les photos d'Emily sur les étagères, elle dit doucement. « Tu devrais lui écrire. Une lettre. Lui dire ce que tu n'as jamais osé dire. » John fronça les sourcils. « À qui ? » ?»« À Emily. Écris-lui comme si elle pouvait lire entre les étoiles. Ça ne la fera pas revenir, mais ça pourrait te ramener toi. » Cette nuit-là, John prit un carnet qu'il n'avait pas touché depuis l'enterrement. Et il écrivit. Une lettre longue, douloureuse, déchirante. Il lui parla de son amour, de sa culpabilité, de son absence. Il pleura pendant des heures. Puis il s'endormit, pour la première fois depuis 6 mois, sans cauchemar. Les semaines devinrent des mois. Sarah venait désormais régulièrement. Elle aidait à la fondation que John finança en son nom. Ensemble, ils décidèrent de créer une structure, un lieu où les sans-abri pourraient non seulement dormir et manger, mais aussi parler, pleurer, écrire, exister. Ils l'appelèrent « la maison d'Emily », en mémoire de la petite fille qui avait été la lumière de John et, d'une certaine façon, la flamme qui avait réveillé Sarah aussi. Les débuts furent difficiles. Certains investisseurs refusaient de soutenir un projet codirigé par une ancienne sans-abri. Mais John tenait bon. Sarah aussi. Elle parlait dans les conférences, témoignait à la télévision. Elle ne jouait pas à la victime. Elle parlait avec une sincérité désarmante, et peu à peu, les cœurs se mirent à écouter. 1 an plus tard, la fondation Mitchell Sarah aidait des centaines de personnes. Des mères en détresse, des anciens combattants oubliés, des jeunes jetés dehors par leur famille, des pères brisés par la vie. Certains réapprenaient à lire. D'autres retrouvaient une dignité. John était de nouveau vivant. Il riait. Il aimait. Il s'engageait. Il parlait d'Emily avec tendresse, non plus avec honte. Sarah, elle, avait retrouvé une place dans le monde. Elle suivait des formations, travaillait dans la fondation, conseillait ceux qui n'avaient plus de voix. Lors d'un gala annuel de la fondation, devant une salle pleine à craquer, John monta sur scène. Costume noir, visage apaisé, regard droit. Il y a 1 an, j'étais un homme mort en sursis. J'avais tout perdu. Et c'est une inconnue, une femme sans abri, qui m'a réveillée. Elle m'a parlé quand plus personne n'osait. Elle m'a tendu la main depuis la rue pendant que moi, j'étais enfermé dans ma douleur dorée. Il marqua une pause. Sarah le regardait depuis la première rangée, les yeux brillants. Elle m'a montré que même dans la nuit la plus sombre, une lumière peut briller. Une lumière qu'on n'attend pas, qui vient d'en bas, de là où on ne regarde jamais. Le public resta silencieux. Bouleversé. Puis Sarah monta à son tour sur scène, vêtue sobrement mais dignement. Elle regarda la salle, puis murmura simplement. Parfois, ce sont ceux que vous croyez morts, qui peuvent vous donner la plus grande leçon de vie. Un tonnerre d'applaudissements éclata. Mais ce n'était pas une ovation mondaine. C'était un écho d'âme touchée. John et Sarah restèrent liés pour toujours. Leur lien n'était ni romantique, ni commercial. Il était plus profond que tout cela. Il était humain. Preuve que la compassion peut traverser les murs les plus épais. Preuve qu'un simple regard peut réécrire une destinée.